On y va? Allez, eh bien écoutez, bienvenue ce soir sur ce troisième débat d'idées. C'est la troisième édition. Après les impacts Ah, ça s'est sociétaux arrêté. sur le management et les impacts durables, la semaine dernière, une très très belle approche sur la résilience. Eh bien aujourd'hui, on va se poser la question que tout le monde se pose parce que non seulement elle concerne bien, les usagers que nous sommes, mais également les professionnels que vous êtes, nos trois intervenants. Lorenzo, Étienne et Nicolas ce soir, puisque vous êtes dépendants plus ou moins quand même de ce transport aérien. Et tout le monde se pose la question, est-ce que les avions vont voler? Parce qu'il va bien falloir partir en vacances pour ceux qui ne travaillent pas. Donc ce soir, de grosses questions, j'imagine, autour, L'avion, je pense, de Suisse, autour de Syntex et de microsystèmes, enfin, micro-précision système. Merci vraiment encore d'être là ce soir. Merci au CDE, à l'IMSG, qui sont à l'initiative de cette aventure du lundi soir, puisqu'on a décidé le lundi soir maintenant de se retrouver. On est entre 70 et 120, 138 exactement, je crois, la semaine dernière, pour débattre, parce que nous sommes citoyens et le citoyen doit débattre. Voilà, je laisse la parole à Enza, qui va se faire un plaisir de présenter nos conférenciers et auxquels elle a concocté des questions que je sais pertinentes et justes. Très bonne conférence à toutes et à tous. On se retrouve pour le jeu des questions dans à peu près 36 minutes. Alors, merci, cher Richard, et merci à nos équipes de préparer tout ça. Le transport aérien mondial affronte actuellement des vents contraires d'une extrême violence. Les avions sont entassés sur les tarmacs à travers le monde, suspendus à un avenir incertain. Contribuant à hauteur de 3 000 milliards de dollars à l'économie mondiale, quelque 3,6 du PIB selon les chiffres de IATA, le transport aérien est une industrie majeure, particulièrement touchée par la pandémie de Covid-19. Ainsi, le niveau de trafic mondial de passagers affecte un écosystème économique important, s'étendant des compagnies aériennes aux constructeurs d'avions, en passant par les aéroports et tous les sous-traitants qui dépendent de ces poids lourds économiques. On parle de près de 70 millions de postes de travail, 70, nous sommes bilingues et nous avons des amis français en ligne, emploi direct ou indirect. Pour en parler au niveau économique, politique, industriel, nous avons invité trois personnalités qui, même s'il n'y a pas bien sûr le directeur général suisse romande de Suisse, Lorenzo Stoll, ne sont pas directement au front de cette grave problématique, comme Étienne Blanc, premier vice-président de Rhône-Alpes-Auvergne, candidat à la mairie de Lyon, qui exploite l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, et l'industriel Nicolas Thibaudeau, dont l'entreprise qu'elle dirige, un joli fleuron suisse, MPS Microsystème, produit aussi pour l'aérospatial. Alors, pour commencer, deux questions à Lorenzo Stoll, directeur général suisse romande de Suisse. Une catastrophe sans précédent pour le transport aérien, c'est dit. Alors, Lorenzo Stoll, d'une part, j'aimerais vous demander de nous dire où en est-on aujourd'hui, que peut-on prévoir raisonnablement pour un avenir à court, moyen et long terme en général pour le secteur et pour Suisse en particulier. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Enza et tout le monde du CDE de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer ce soir. Question compliquée de savoir où on va. Je crois que pour employer un terme aéronautique aujourd'hui, on vole à vue. L'horizon est très court. C'est vrai, la majorité des compagnies aériennes en Europe, mais aussi dans le monde, sont clouées au sol, pas parce qu'elles ont mal géré leurs affaires, ce qui est pour ça que c'est pas comparable, par exemple, à un grounding plus émotionnel qu'a pu être Swissair en 2001, mais parce que simplement le cœur de notre métier aujourd'hui, qui est de transporter des gens et de permettre aux gens de se rencontrer et de connecter le monde, est paralysé par ce virus et ses conséquences sanitaires, économiques et politiques. Aujourd'hui, si je parle simplement du groupe Lufthansa, mais aussi de Suisse,
Pour vous donner un ordre d'idée, au mois d'avril 2019, le groupe Lufthansa transportait grosso modo 350 000 passagers par jour. Aujourd'hui, on arrive péniblement à 2800 passagers jour. 95%, 95% de notre flotte est au sol. Et si on resserre encore un peu l'objectif et on parle de Suisse à Genève, aujourd'hui, nous opérons 7 vols hebdomadaires. 4 fois par semaine Londres, une fois Porto, une fois Lisbonne et une fois Athènes, avec principalement des citoyens de ces pays ou des doubles résidents qui, pour quelques raisons, doivent faire l'aller-retour. Le redémarrage de nos activités est suspendu, je dirais, ou dépend de deux facteurs majeurs et un troisième qui concerne aussi tout le reste de l'économie. Le premier facteur majeur, c'est quand et comment vont être revues les limitations d'immigration dans les différents pays vers lesquels nous opérons liées à ce virus. Aujourd'hui, par exemple, vous n'accédez plus aux États-Unis sans un passeport américain ou un permis de séjour. Donc, on n'a aucun moyen de transporter des passagers autres qu'américains ou résidents. Il en va de même pour la vaste majorité des pays vers lesquels nous opérons. La deuxième grande contrainte sera l'envie de voyager. Est-ce que les passagers souhaiteront continuer à voyager ou est-ce que l'insécurité latente que crée le virus et les espaces plutôt confinés d'une cabine d'avion ne vont pas impacter, je dirais, le moral des gens et leur côté émotionnel pour voyager. Et la troisième question sera la performance économique ou les conséquences de la récession économique qui se profile à l'horizon. Est-ce que les gens pourront encore voyager à titre privé pour les loisirs ou pour retrouver la famille, mais aussi quelles seront les décisions des entreprises qui font voyager leurs collaboratrices et leurs collaborateurs à travers le monde. On le voit aujourd'hui, on est un parfait exemple, le télétravail et les technologies de téléconférence et de visioconférence qui sont développées font que finalement les entreprises se rendent compte que effectivement, ce n'est pas idéal, mais ce n'est pas non plus impossible de travailler sans toujours devoir se déplacer. Donc, la combinaison de ces trois facteurs va déterminer un petit peu le rythme de redémarrage et de Suisse, mais aussi, je dirais, de tout le secteur aérien. À ça vient s'ajouter une complexité relativement importante de redémarrage. C'est relativement facile de parquer une flotte au sol. Pour Suisse, à Genève, actuellement, on a 5 de nos Airbus 330 parqués à Genève et 17 de nos Bombardier C-Series, maintenant connus sous le nom d'Airbus A220. Et les mettre au parking, c'est relativement simple, mais les faire redémarrer, c'est plutôt compliqué. Il y a tout le côté ingénierie, maintenance d'un avion quand il ne vole pas, mais aussi derrière toute la complexité, les licences des pilotes, la formation des pilotes, les infrastructures aéroportuaires, nos agents d'assistance au sol. Si on prend l'exemple de notre partenaire à Genève qui est Swissport, eux aussi ont massivement réduit leurs activités au fait qu'ils n'ont plus de clients puisque nous ne volons pas. Alors, mais merci. Comment est-ce qu'ils font pour redémarrer eux aussi? Merci Lorenzo Stoll. On sent bien qu'on va manquer d'argent. Alors aujourd'hui, les chambres fédérales siègent en session extraordinaire dès ce lundi 4 mai, depuis ce matin, de manière inédite d'ailleurs dans une halle d'expo. Ce matin, on imaginait aisément que les chambres approuveraient sans grande difficulté les 60 milliards de diverses aides à l'économie déjà décidées par le Conseil fédéral. Et malheureusement, ce n'est pas gagné pour le transport aérien sans autres. Alors, qu'est-ce que tu peux dire là pour convaincre les parlementaires d'accéder à ça en une minute? Alors, je pense que la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est le soutien qui est en train d'être négocié. C'est un cautionnement de la Confédération pour des crédits
que feront Suisse, Edelweiss et les autres acteurs concernés auprès d'un consortium de banques. Donc cette image un peu faussée dans les médias que c'est l'argent du contribuable qui est mis en jeu tout de suite n'est pas tout à fait exacte. Effectivement, si nous ne devions pas réussir à redémarrer nos activités et ne plus être en mesure de rembourser, à ce moment-là, la caution de la Confédération entrerait en jeu et ça serait un autre discours. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui aussi, on est en plein dans le jeu politique. Si on regarde un petit peu les dernières semaines, tous les partis et tous les acteurs du jeu politique suisse n'ont pas eu grand-chose à dire puisque le pays était piloté par le Conseil fédéral. Et puis maintenant que viennent les grands jeux, les enjeux, il y a une session parlementaire, tout le monde cherche de nouveau à gagner de la visibilité. Notre message, c'est la Suisse a besoin de compagnies aériennes pour connecter le pays au monde. Un tiers de la valeur de nos exportations quitte le pays par voie aérienne. 3 touristes sur 7 qui viennent visiter ce pays viennent par voie aérienne. Il s'agit pas seulement de soutenir que Suisse, il s'agit de soutenir tout un système. On parle de 190 000 emplois en Suisse directement liés à l'aéronautique et quelques centaines de milliers supplémentaires induits. Et le message aux parlementaires, c'est ayez le courage de soutenir les compagnies aériennes comme vous aurez le courage de soutenir les petits commerçants, l'industrie, les indépendants, etc. Nous faisons partie du système économique de ce pays et nous avons besoin de ce soutien. Merci beaucoup, Lorenzo. Alors, côté politique, on va traverser la frontière, on a tous les droits avec Internet. Alors, Étienne, on sait que la compagnie Alitalia est sauvée grâce à la décision de l'État italien de reprendre la totalité du capital et d'en faire à nouveau une compagnie étatique. Pour Air France, aux dernières nouvelles, on parlait d'un emprunt étatique à la compagnie de quelques 6 milliards. Penses-tu que politiquement parlant, pour l'homme du centre droit que tu es, il va falloir se résoudre d'étatiser le transport aérien? Face à la crise actuelle, et Lorenzo Stolp vient d'en rappeler l'importance, je regardais les chiffres en préparant cette émission. Fin 2010, il y avait 27 000 appareils dans le monde en circulation et on pense qu'il y en aura moins de 20 000 au mois de décembre 2020 en circulation. Et le chiffre d'affaires va chuter grosso modo de moitié et les conséquences, elles sont bien sûr pour les compagnies aériennes, mais pas seulement. Et pour un pays comme la France, qui avec un centre de partenaires européens porte Airbus, les conséquences sont absolument gigantesques. Et pour une région comme la nôtre, la région Auvergne-Rhône-Alpes, et on connaît toute une série d'activités dans le domaine de l'aéronautique. Nous sommes la première région aéronautique française. On ne le sait pas forcément, mais en matière de recherche et de fabrication d'appareils embarqués, et de fabrication de matériaux. Et nous sommes la première région. On a souvent dit d'ailleurs, quand nous avons rédigé notre schéma de développement économique, que l'aéronautique faisait partie des domaines d'excellence de la région. Un domaine d'excellence d'ailleurs où nous avons à plusieurs reprises affirmé que nous souhaiterions travailler de manière beaucoup plus étroite avec les cantons suisses voisins qui aussi ont un potentiel absolument considérable dans ce domaine. Alors pour le libéral que je suis, le choc est extrêmement violent, comme pour tous les observateurs politiques ou économiques, et les réponses, évidemment, elles doivent être mesurées. En fait, il y a plusieurs solutions. La première solution, c'est, évidemment avec l'accord de l'Europe, de nationaliser un certain nombre de compagnies aériennes. Moi, je suis de ceux qui ne le souhaitent pas. Je pense que ce n'est pas le rôle de l'État que de gérer une compagnie aérienne. On est dans le domaine concurrentiel, éminemment commercial, avec des contraintes sur les prix du fait de la concurrence qui sont extrêmement fortes. Je n'imagine pas des distorsions de concurrence puissantes entre des pays qui auraient nationalisé et des pays qui auraient trouvé d'autres solutions pour soutenir leur filière. Donc moi, je suis hostile à la nationalisation. La deuxième solution,
Mais c'est un peu une nationalisation déguisée, c'est de prendre des participations dans ces entreprises. Pourquoi pas? Mais je pense qu'il faut trouver la juste mesure. Il ne faut pas que le poids de la puissance publique écrase le poids des actionnaires privés. Et la troisième solution, c'est pour l'instant celle qui a été utilisée par la France et l'Air France, ce sont des prêts. D'avoir une communication du ministre Bruno Le Maire, du ministre de l'Économie et des Finances, qui annonce finalement 7 milliards de soutien à Air France, sous forme de prêts. Est-ce qu'ensuite ces prêts seront convertis en participation au capital? La question se posera certainement à un moment ou à un autre, mais moi je le redis, je ne le souhaite pas. Moi je suis partisan du prêt. Et là c'est un prêt de l'État. Et puis il y a la dernière solution, c'est celle a priori qui a été décidée par le Conseil fédéral, qui est celle d'une garantie donnée à des prêts souscrits sur les marchés. Et là il y a peut-être un petit risque, c'est de voir du fait de l'ampleur de la crise, les taux d'intérêt monter sensiblement et poser, quand il faudra rembourser, un certain nombre de problèmes à ces sociétés. Et moi, je suis partisan des deux systèmes. Système de prêt par l'État avec l'accord de l'Europe. Et l'Europe vient de donner son accord à la proposition qui a été faite par Bruno Le Maire, ou alors garantie. Vous savez d'ailleurs que dans la comptabilité publique, et ces participations, elles ne figurent pas de la même manière. Et si ce sont des participations, on est en fonctionnement. Et si ce sont des prêts, on est en investissement. Et moi, je suis partisan d'un État qui, dans les périodes de crise, soutient l'investissement. Le problème français, pour sortir de cette crise, ça sera une relance massive de l'investissement. Ça doit se faire avec, bien sûr, la participation de l'État. Et je le redis sous forme de prêt. Dernière observation, encore pour le libéral que je suis, les Français aujourd'hui se posent une véritable question. Nous sommes un des pays du monde qui paye le plus d'impôts. Et quand on regarde l'efficience de la puissance publique, nous avons des problèmes avec notre sécurité, nous venons d'avoir des problèmes majeurs avec l'hôpital, nous avons des problèmes avec la formation, nous avons des problèmes avec les lenteurs de la justice, etc., etc. C'est QFD. Trop d'État, ce n'est pas forcément une garantie d'efficacité. Ou alors ça se saurait. Monsieur le Président, merci. Deuxième question, cher Étienne. Tu connais bien les deux aéroports régionaux que sont Genève-Cointrin et Lyon-Saint-Exupéry, à juste 150 km l'un de l'autre. Est-ce que le moment d'imaginer, ici comme ailleurs d'ailleurs, des complémentarités et appui entre structures aéroportuaires serait envisageable? En une minute, Étienne. Moi, je pense que dans la crise que nous allons traverser, il va falloir savoir tisser des partenariats, des complémentarités. Et évidemment, Genève a des atouts que Lyon-Saint-Exupéry n'a pas. C'est un aéroport intercontinental, ce qu'on ne connaît pas encore, ou trop peu. Et Saint-Exupéry, moi j'étais de ceux qui étaient très heureux de savoir que la Suisse, quand nous avons décidé de privatiser la gestion de l'aéroport de Saint-Exupéry, que la Suisse s'y intéressait. Moi, je trouvais que c'était une très bonne chose. Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 8 millions d'habitants. La Suisse, c'est 8 millions d'habitants. L'activité économique du canton de Vaud, du canton de Genève est très importante. Mais il y a des complémentarités évidentes à jouer. Vu des États-Unis, on est en fait une grande région proche des Alpes. On a appelé ça à une époque le diamant alpin, d'ailleurs. Et quand nous travaillons sur ces sujets-là, nous voyons bien l'utilité de travailler ensemble. Merci, merci beaucoup. Vous savez qu'ensuite, vous posez une question à chacun des deux autres intervenants. Je ne vois plus Nicolas Thibaudeau, est-ce que tu es là? Ouais, je me vois, j'avais coupé mon micro, mais je suis là. Voilà. Alors, Nicolas, j'ai assez vite pensé à toi quand on mettait ce débat en ligne, enfin, dans la volonté de le mettre en ligne. Tu as piloté, tu étais pilote d'avion, parachutiste, et je me souviens quand on s'est connus, tu allais à des réunions à la NASA avec ton bébé tout petit, tu nous racontais ça, donc c'était naturel que je pense d'abord à toi par rapport à ça. Non, mais plus sérieusement, quand on dirige une entreprise comme MPS, active dans des domaines technologiques, notamment tels que l'aéronautique,
et dont l'exportation est déterminante dans l'exploitation au jour le jour, comment aborde-t-on l'avenir du transport en général et celui par voie aérienne en particulier? Alors, pour une industrie, mais je ne sais pas si toutes les industries sont comme MPS, mais nous, vous entendez bien? Voilà. Le transport aérien, le fait de pouvoir se déplacer, être rapide, être agile, aller chez les clients, on le prend comme étant pratiquement acquis, comme on a de l'électricité, comme on a de la lumière. Donc, ce serait, disons que si on perdrait cet avantage, ce service essentiel, ce serait très grave parce que MPS, on développe des projets, beaucoup en collaboration avec nos clients. Donc, il y a toute la partie export. On pourrait s'imaginer qu'on trouve des solutions pour la partie export avec des voies terrestres ou maritimes, alors que ça rallongerait de beaucoup les trajets. Mais par contre, le développement, comment aujourd'hui on est capable de développer avec parfois des clients qui sont en Californie, mais avec un fournisseur d'un composant particulier électronique qui vient d'Asie, avec des matières qui viennent d'un autre endroit. Il faut qu'on puisse vraiment être capable de se mettre en cas d'yeux. C'est vrai, comme disait Lorenzo tout à l'heure, que l'arrivée de Webex, Skype, ça nous a vraiment aidés, mais en fin de compte, tout ça, c'est maintenant acquis pour tous. Donc, il faut être encore plus rapide quand c'est le moment d'aller chez les clients. Donc, le fait de pouvoir se déplacer, d'être ensemble pour discuter d'un projet, que ce soit en astrophysique, pour des semi-conducteurs, de l'orthopédie ou des medical devices implantables, à travers le monde. Parfois, du jour au lendemain, on doit partir sur la Corée ou sur les États-Unis. C'est vraiment un service essentiel. Et bon, depuis que tu as pris les manettes de cette société à Bienne, la société a décuplé son chiffre d'affaires. En tant qu'industriel engagé, es-tu inquiète d'un changement radical du transport aérien quand même? Et dès lors, une éventuelle réorientation des activités de ton entreprise ou d'autres qui sont dans ton cas? Il faut savoir, les compétences qu'on a, c'est dans des domaines de niche. On ne pourrait pas dire, bon, ben, comme c'est plus possible de se déplacer pour aller voir nos clients pour négocier des projets ou décrocher des affaires, on va se recentrer sur tout ce qui est local. C'est vrai qu'au niveau horloger, on a des clients horlogers, mais tout ce qui n'est pas horloger, c'est international. On ne peut pas se recentrer. C'est pas possible. Il faut qu'on soit capable de se déplacer. C'est, comme j'ai dit, c'est vraiment un service essentiel. On peut pas... On n'a jamais même mis dans nos scénarios un changement du trafic aérien ou des impositions comme on a maintenant au niveau des limitations. Je prends pour exemple, on est en pleine mise en place d'un bureau de développement et une antenne de vente dans la région de Boston. C'est vraiment essentiel pour notre développement. Ça fait partie de notre business plan. Nos clients attendent ça de notre part. Et aujourd'hui, ben, on avait des entrevues la semaine dernière, on n'a pas pu aller. On a toute une foule d'activités qui n'ont pas pu avancer. Il y a même des expositions très importantes avec des milliers de chirurgiens qui ont été annulés. Donc, on voit déjà l'effet de ce ralentissement maintenant. Donc, ce n'est pas que le trafic aérien, mais c'est ces limitations de voyagement dans certains pays qu'on ne peut pas vivre avec. Ce serait la seule solution, ce serait de délocaliser une partie si on ne pouvait pas de délocaliser notre activité plus proche des marchés. Oui, on fera parvenir ce message à qui le droit. Merci Nicolas. Alors, Lorenzo, une question à Étienne. Une question à Étienne. Vous avez évoqué tout à l'heure des nouveaux modèles de collaboration entre la Suisse et la France, et plus spécifiquement entre l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry et peut-être l'aéroport de Genève. Dans quel sens voyez-vous aller cette collaboration? Est-ce que c'est une répartition des opérateurs aériens? Est-ce que c'est une répartition des types de vols, des routes, des destinations, ou simplement une collaboration sur les infrastructures? Je pense bien sûr que ça peut être
une collaboration sur les infrastructures. Je pense notamment à une communication ferroviaire plus facile entre les deux aéroports. Ça ne desservirait d'ailleurs pas non seulement à l'aéroport, mais ça pourrait aussi faciliter les communications avec la grande agglomération lyonnaise, ce qui pourrait être un intérêt réciproque. Je vois aussi une coopération très importante sur la recherche. Et en France, nous avons un débat, vous l'avez sans doute suivi. L'aviation, elle pollue trop, produit du carbone. Et en plus, l'aviation, elle fait du bruit et elle gêne le voisinage. Ce sont deux sujets sur lesquels, en Auvergne-Rhône-Alpes, nous sommes extrêmement présents. Nous sommes notamment présents sur la mobilité hydrogène et sur la recherche dans le domaine de l'hydrogène. La région Auvergne-Rhône-Alpes est la première région française en production, en stockage et en recherche sur l'hydrogène, notamment avec des grands groupes comme Michelin ou comme Air Liquide, mais aussi avec nos centres de recherche, je pense notamment avec le CEA de Grenoble, qui marque aujourd'hui des points dans ce domaine-là. Et je pense qu'une coopération renforcée sur cette filière hydrogène et sur la filière des ultrasons, du bruit, etc., pourrait être utile. Donc, un, les infrastructures, deux, la recherche. Et troisièmement, évidemment, une répartition. Moi, je suis plus maintenant que je ne suis plus gessien de très très près la situation de l'aéroport de Genève, mais quand j'étais président de la communauté de communes du Pays de Gex, je suivais cette question très très près et chaque fois on me disait c'est un aéroport qui n'a pas d'espace, donc son développement est compliqué, il n'y a qu'une seule piste, les contraintes sont lourdes et j'imaginais un certain nombre d'activités, un certain nombre de lignes, les deux correspondances délocalisées sur Saint-Exupéry. Donc je crois que ce sont trois domaines sur lesquels on peut faire avancer nos coopérations. Merci beaucoup. Lorenzo Stoll, une question à Nicolas Thibaudeau. Cher Nicolas, bientôt, et parce que nous sommes optimistes, on va bientôt pouvoir de nouveau voyager. Qu'est-ce que tu envisages pour toi et tes collaborateurs comme restrictions ou comme nouvelles conditions dans votre travel policy? Micro, Nicolas. Nicolas, voilà. Maintenant, chez nous, on a vraiment mis en place, c'est vrai que ça existait déjà, le télétravail, le web et les réunions WebEx, mais aujourd'hui, le fait qu'on maîtrise et que je dirais que c'est beaucoup plus accepté de faire des réunions importantes par vidéo, je pense qu'il y aura une réduction des voyages sur l'essentiel. Mais ça va faire qu'accélérer les développements, ce qui fait que dans l'ensemble, on va plutôt concentrer nos voyages sur les ouvertures de marché, comme maintenant cette ouverture de cette antenne ou sur des pays où il faut vraiment se développer. Donc, ça va plutôt accélérer le développement, le fait que le WebEx ou le Skype ou le Zoom nous fait aller plus vite, faire avancer les projets plus rapidement. Par contre, je ne pense pas au niveau professionnel, mais au niveau privé, je pense sérieusement, on a pratiquement usurpé cette ressource, finalement, qui est le trafic aérien. On l'a trop utilisé. C'est comme si on avait utilisé de l'eau on aurait gaspillé notre eau, puis maintenant, on n'aurait presque plus d'eau. Donc, au niveau du trafic aérien, d'avoir des vols à 25 francs pour aller à Barcelone ou à 10 francs, 10 euros pour aller à Berlin, je pense que ça devrait être quelque chose qui est du passé et de restreindre cette possibilité de voyager pour les causes qui apportent quelque chose, qui a de la valeur ajoutée. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, Étienne, une question à Lorenzo Stoll. Micro. Micro. Étienne, micro. Micro. Voilà, pardon. Dans le dispositif prévu par le gouvernement français, parce que nous avons un véritable débat sur la pollution, et le gouvernement vient de décider que lorsque la distance ou le temps de trajet entre deux points était inférieur à 2h30, ou qu'en train, on pouvait relier en moins de 2h30 deux parties du territoire français, le gouvernement allait interdire le transport aérien. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure?
Alors, je pense Qui qu'il n'est y pas a, tout à fait libéral, hein. qui n'est pas tout à fait libéral et je partage aussi encore en ouverture votre position libérale. Je pense que le gouvernement, la politique est là pour fixer le cadre et les entreprises, après, doivent vivre dans ce cadre. En ce qui concerne de possibles limitations des voyages, on va dire, intranationaux, je ne crois pas que ce soit un très bon modèle parce que les grandes plateformes aéroportuaires vivent en fait de ce système de hub où on a besoin de drainer un maximum de passagers sur des gros points de concentration pour pouvoir repartir ensuite avec des avions plus gros, avec des taux d'occupation très élevés. Il est compréhensible par contre d'un point de vue politique que dans la situation environnementale dans laquelle se trouve le monde et le coronavirus n'est qu'une parenthèse, on va avoir les problématiques de CO2, de réchauffement, de consommation, etc. Elles vont revenir dès qu'on sera de nouveau retourné à une nouvelle normalité, qu'on se pose la question. La grande question, c'est quelle sera l'alternative proposée en termes de transport public ou du moins de transport de masse à la suppression de ces vols intra-pays. Pour moi, la grande question, elle sera là. Est-ce qu'il y aura un développement massif des trains à haute, voire très haute vitesse? Vous évoquiez tout à l'heure la recherche. Il y a aussi de la recherche qui se fait sur les trains à lévitation magnétique et ce genre de choses-là. Est-ce qu'on arrivera là? Et puis aussi quand même la facilité d'utilisation. Aujourd'hui, par exemple, le train est très attrayant. Mais si demain, on en commence à imposer les mêmes systèmes de contrôle de sécurité, de contrôle sanitaire qui semblent se profiler, est-ce que la chose sera toujours aussi attractive? Et puis, pour en revenir à une position libérale, je ne pense pas la réglementation doit le faire, c'est le marché qui doit décider. Et puis, le consommateur pourra décider en toute âme et conscience s'il souhaite utiliser un moyen de transport qui a son impact carbone, mais dans l'industrie aéronautique se dirige quand même très fortement vers soit des technologies, soit des systèmes de compensation, ou un autre. À la fin, c'est à lui de choisir. Merci beaucoup. Étienne Blanc, une question à Nicolas Thibaudeau. Est-ce que, pardon, j'ai remis mon... Et dans un monde globalisé où les échanges se développent et s'accélèrent, comment est-ce que, en économie, on ressent ce besoin, et aujourd'hui beaucoup de sociologues l'expriment, parce que les personnes confinées ont une certaine tristesse de ne pas pouvoir parler directement à un interlocuteur, échanger avec lui directement et physiquement. Comment est-ce qu'on analyse ça, ce besoin de serrer la main de quelqu'un, de lui parler directement, d'échanger directement, d'avoir ce contact visuel physique avec quelqu'un? Comment est-ce qu'on examine ça? Est-ce qu'on imagine qu'il y aura demain un changement profond sur ces échanges? Moi, je pense qu'il y aura... Aujourd'hui, on n'a pas du tout la même... C'est clair, on n'a pas la même qualité d'échange par vidéo que dans une salle de réunion. Ne serait-ce que parce qu'on n'arrive pas à ce qui est vraiment le plus performant dans une réunion de projet, c'est quand on n'est plus sur ce qui était prévu de discuter, mais qu'une discussion amène à une autre et amène à une autre, et c'est l'ensemble de ces idées qui sont développées ensemble dans un brainstorming et je pense qu'on n'a pas été au bout encore de la performance de ce qu'on peut atteindre, que ce soit par des barrières encore psychologiques de la vidéo, le micro que je n'ai pas mis, du son, des enfants derrière et puis du décor autour. Je pense qu'on va quand même faire un bout, mais je ne peux pas m'imaginer qu'on puisse s'affranchir de cette discussion, de cette... je sais que, par exemple, de cet échange final, la plupart des grands contrats qu'on a négociés, que ce soit, je me souviens, il n'y a pas longtemps, en Corée, ce n'est pas à la salle de réunion qu'on a finalement trouvé une solution. C'est même pas pendant leur repas, c'est dans les dernières minutes, soit du repas ou du verre qu'on va prendre après. Puis ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas par vidéo. Enfin, je sais qu'il y en a qui le font, mais je ne pense pas qu'on arrive à la même état de fait. Pas encore, en tout cas. Merci, Nicolas. Alors, dans la lancée, ta question à Lorenzo.
Nicolas? Ah, alors moi, je pense, comment ça va? Est-ce qu'on va continuer à voir ces... je pense que les prix des vols, il y a eu un effritement du prix des vols. Pour nous, l'important, c'est qu'on soit tous à la même enseigne, que nos clients, nos concurrents, on soit tous à la même enseigne. Il ne faut pas qu'il y ait une discrépance que parce que je suis un concurrent qui est en Allemagne ou ailleurs, soit désavantagé ou avantagé par rapport à nous. Mais je pense, comment va évoluer le prix, le franc par kilomètre parcouru dans les 10 prochaines années? Est-ce qu'on va continuer ou est-ce qu'on, vu qu'il y aura probablement une réorganisation, est-ce que ça va doubler, tripler, fois 10? C'est quoi les perspectives? J'aurais préféré que tu me demandes la combinaison du loto. L'évolution des prix, à mon avis, il y aura deux facteurs. Le premier facteur, ça va être l'adéquation entre l'offre et la demande. Est-ce que les compagnies aériennes qui vont redémarrer, on va continuer à déployer des capacités de transport absolument phénoménales avec des avions à 450 places pour le long courrier, 200 places sur le court courrier, et puis que certaines compagnies vont aller 6 fois par jour à Barcelone en partant de Genève. Et puis, la demande, qu'est-ce que les passagers vont chercher? Ce qui est, à mon avis, le scénario qui se profile à l'horizon. À court terme, il va y avoir une vraie guerre des prix, encore une fois, parce que tout le monde va essayer de sortir de la situation actuelle, de ne pas pouvoir voler et de gagner des parts de marché, j'oserais presque le dire, à n'importe quel prix. Et puis, sur le long terme, je pense que celles et ceux, compagnies aériennes qui vont s'établir sur le long terme, seront celles qui seront à même d'offrir aux passagers cette sécurité, je ne sais pas bien comment le formuler, mais cette sensation de sécurité, de qualité sanitaire aussi, de dire non seulement c'est une compagnie aérienne sûre parce qu'elle n'a pas d'accident, mais elle me propose aussi une qualité qui me permet de voyager sereinement, on va dire médicalement parlant. Et là, la question sera de savoir si les passagers seront d'accord de payer ce price premium, ce supplément de prix pour... être dans une cabine pressurisée, individuelle, avec un masque. On ne sait pas où on va, c'est fou. Hein. Puis on voit aussi l'arrivée, là maintenant, dans toute cette régulation, l'arrivée des technocrates, quoi, qui s'en donnent à cœur joie. Après le 11 septembre, les seuls vrais changements, ça a été la réglementation sur le liquide et la porte blindée des cockpits. Ce qui a été déjà pénible comme ça. Mais là, quand on les entend parler des masques, des contrôles thermiques, des tests sanguins, du certificat médical, mais moi, tout ça, si on m'impose tout ça, moi, je vais en vacances à Tolochna. Hein. Quoi, pour ceux qui ne savent pas, Tolochna, c'est juste à côté de moi. Merci, Lorenzo. Nicolas, la dernière question pour Étienne Blanc. Alors, pour moi, je me demandais si le fait que la connexion, pour nous, quand on envisage un voyage pour aller chez des clients, jamais on met dans notre menu un départ depuis Lyon parce que les connexions sont vraiment trop longues, c'est pas bien relié. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour avoir une connexion qui est plus rapide, plus fluide et plus connectée? C'est un vrai souci. L'économie d'Auvergne-Rhône-Alpes est une économie très internationale. Nous sommes la première région exportatrice de France en direction de l'Europe. Et naturellement, une région industrielle, elle est aujourd'hui ouverte sur le monde. Et il est vrai que nous avons désormais un handicap avec un aéroport qui n'est pas suffisamment international. Alors, la métropole de Lyon, le département du Rhône, la région Auvergne-Rhône-Alpes, accompagnent un certain nombre de projets. Nous avons notamment accompagné la promotion d'une ligne entre Lyon et Shanghai. Mais c'est vrai que c'est un de nos soucis. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la coopération et sur les échanges avec l'aéroport de Genève-Pointrin.
Je pense que ça va prendre du temps d'internationaliser cet aéroport, beaucoup de temps. Et qui plus est, nous avons d'énormes projets ferroviaires de liaison de cet aéroport avec le reste de l'Europe, notamment le Lyon-Turin. Ça va prendre beaucoup de temps. Donc je pense que dans ce laps de temps, une coopération plus étroite avec l'aéroport de Genève-Cointrin, ça serait bienvenu. En tout cas, vu du côté auvergnat-rhône-alpin, ça serait un atout supplémentaire pour notre développement économique que de disposer, j'allais dire, du foisonnement de liaisons intercontinentales dont dispose l'aéroport de Genève-Cointrin. Merci à vous trois pour vos passionnants propos. Vraiment, vous écouterez encore et encore. Je dois rendre le micro à Richard, qui va prendre un peu la température des questions et des auditeurs. À toi, Richard. Tout à fait, merci Enza. Oui, très très bonne question. J'aimerais juste réagir sur ce que disait Étienne Blanc tout à l'heure. Alors, à une époque où on était tous très jeunes, c'était à l'époque de Jean Paluy. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Jean Paluy avec Maître Bien Berger. sûr. Je me souviens du départ de Satolas, puisque c'était Satolas au départ. Satolas était fait pour être un hub. C'est quand même le 4e aéroport de France. Il ne faut quand même pas l'oublier, qui est bien devant Marseille en termes de réseau. Et au départ, il avait quand même été fait aussi pour désengorger un petit peu Genève. Et il y avait des liaisons qui étaient prévues. Mais on a quand même, il ne faut pas oublier, sur le système français, il y a quand même un système jacobiniste qui fait que le diamant alpin ne joue pas, parce que Paris n'a certainement pas envie, et je sais que c'est enregistré, je m'en fiche royalement, Paris n'a absolument pas envie que Genève et Lyon, par exemple, soient des villes très proches, alors qu'elles sont d'une proximité déjà historique assez intéressante, architecturale, etc. Puis on a le Rhône en commun quand même. Donc, il ne faut quand même pas oublier que derrière, il y a une volonté politique qui fait que pour aller à Lyon dans un train Corail, on met plus de temps qu'en prenant l'avion, en prenant Air France. Il ne faut quand même pas oublier ça aussi. Merci. Ça, c'était ma première remarque. Deuxième remarque, il y a beaucoup de questions sur l'avenir du low cost. Alors, moi, j'ai une question à poser aux trois, puisque vous pouvez y répondre tous les trois. On sait qu'aujourd'hui, les entreprises qui vont faire face sont les entreprises qui ont du cash. Les entreprises qui ont du cash aujourd'hui, on sait que c'est Ryanair et EasyJet essentiellement, puisqu'elles sont sur des grosses rentabilités. Je crois que si mes souvenirs sont bons, elles sont un taux d'endettement de à peu près 60% de leurs capitaux propres, ce qui n'est absolument pas le cas des grosses compagnies aériennes. Est-ce que vous ne pensez pas, alors la question de nos auditeurs, c'est le quid du low cost? Est-ce qu'il va démarrer? Il va redémarrer beaucoup plus rapidement? Est-ce qu'il va se développer? Est-ce qu'il va vous Alors, deuxième question qui est posée, et je les pose comme ça, elles vont permettre de donner de lien et du liant. Est-ce qu'elles vont forcer également, outre l'agilité que cela va demander aux compagnies traditionnelles, ça va leur demander peut-être de la mutation, une mutation sur une nécessité de repositionnement, peut-être sur du moyen courrier, peut-être sur du middle cost, je ne sais pas. Donc voilà les questions qui sont posées essentiellement par nos auditeurs. Qui souhaite prendre la parole pour y répondre en premier lieu? Lorenzo, peut-être. Lorenzo? Volontiers, merci. C'est difficile. Le modèle low cost repose sur des énormes volumes et des coûts d'exploitation très très bas. Coûts d'exploitation très bas qui sont souvent atteints, entre autres, avec une maximisation de l'utilisation des machines, des avions, mais aussi avec des modèles d'entreprise qui ont, on va dire, peut-être pas le même filet social pour leurs collaboratrices et leurs collaborateurs. La question du redémarrage des low cost, si on prend ça, c'est sous quelles conditions ils vont pouvoir redémarrer. Quand on entend qu'une des options qui sont en train d'être étudiées pour assurer cette sécurité sanitaire, c'est de laisser un siège de libre entre chaque passager, le modèle low cost, il ne peut pas voler avec un taux d'occupation de l'ordre de 55 à 60%. Ça ne fonctionnera pas. La deuxième chose, c'est je pense quand même que émotionnellement, dans la communauté humaine, cette crise pose quand même un certain nombre de questions sur la façon qu'on a, nous, de vivre. Et Nicolas l'a dit, et ça a aussi été mentionné dans certains commentaires, est-ce qu'on aura encore envie, est-ce qu'on aura encore besoin d'aller pour quelques dizaines de francs à Barcelone le matin, faire du shopping, boire une sangria et manger des tapas et puis rentrer le soir? Ou est-ce qu'on se dirigera vers une consommation
comme on le voit avec d'autres choses, je vais continuer à consommer de l'aviation, mais je vais en consommer moins. Mais quand je la consomme, je veux qu'elle soit vraiment bien. Et là, je pense que les compagnies historiques, que ce soit celles du groupe Lufthansa comme les autres, on a une carte à jouer parce que notre histoire est celle de la qualité. Notre histoire est celle de l'expérience du voyage et pas simplement du déplacement à travers l'Europe. Le patron de Ryanair a pour habitude d'appeler ses passagers du bétail qui s'auto-embarque. Ce qui n'est pas tellement l'approche que nous avons chez nous. Et je pense que cette notion de qualité va être très importante dans l'avenir. Maintenant, leur réserve financière, quand Mike O'Leary dit « je ne veux pas d'aide d'État parce que j'ai acheté de cash », et dans la phrase d'après, il dit qu'il vient de licencier 3000 personnes, ça aussi, c'est une façon de générer très vite du cash. Merci beaucoup, Lorenzo. Pardon, Richard. Très bien, pas de souci. Ça amène une question également essentielle. C'est un de nos auditeurs nous demande, en fait, est-ce que les compagnies aériennes auront à prendre en charge des tests, par exemple, d'immunité, etc. Ça rentre complètement dans ce que vous venez de dire, mais dans ces cas-là, quelle légitimité? Est-ce que ce n'est pas intrusif? Quel va être l'encadrement légal autour de tout cela? C'est une question qui reste quand même très ouverte. Absolument. Je ne pense pas que ce soit le rôle des compagnies aériennes de faire des tests PCR ou de vérifier la validité, la légalité de tel ou tel certificat médical. À mon avis, ça doit être quelque chose qui doit être fixé par le régulateur. Et il faut avoir un grand espoir que les différents États, par exemple si on prend l'Union européenne et l'espace Schengen, se mettent d'accord sur une série de règles du jeu uniformes. Mais je ne pense pas que ce soit que ce soit le rôle des compagnies. Nous serons là pour appliquer ce qu'on nous demande d'appliquer, mais on ne sera pas là pour juger si ce qu'on applique est valide ou pas. Très bien, merci. Une question également sur l'aviation privée. Est-ce que l'aviation privée n'a pas là une fenêtre de tir assez intéressante pour pouvoir prendre des parts de marché, justement? Je crois pas parce que c'est deux modèles radicalement différents. Il y aura sûrement une part du marché des passagers d'aujourd'hui qui voyageaient peut-être sur les compagnies traditionnelles, sur le long courrier ou sur le court courrier en classe affaires ou en première, qui s'offriront une fois un voyage en jet, mais c'est un tout autre modèle et puis c'est des chiffres complètement différents. Genève, New York, aller simple en jet privé pour 8 personnes, on parle de 250 000 francs. En première, c'est 10 000 par personne, il y a 8 places. Très bien. Merci. Une question. Que pensez-vous de l'éventuelle interdiction des vols entre Genève et Zurich, puisque c'est un peu d'actualité? C'était au programme ce matin. Quelles sont vos réactions à tous les trois? Enfin, à tous les deux. Peut-être que Étienne est un peu moins concerné sur cette question. Oh, personnellement, nous, en étant à Vienne, quand on va à Zurich, on y va en train. Quand on va à Genève, on y va en train ou en voiture, ça dépend des heures. Mais pour mon expérience, quand j'ai fait les vols Genève-Zurich, c'était sur un retour de Montréal ou sur un aller pour Montréal ou ailleurs, mais j'ai jamais pris l'avion pour faire Genève-Zurich. Ça ne rentre pas, c'est vraiment trop court. Lorenzo? Ouais, je pense que ça fait partie des interrogations politiques légitimes aujourd'hui dans le Parlement au vu de l'ampleur de l'engagement possible de l'argent public dans le soutien aux compagnies aériennes. Mais au vu des enjeux, je ne crois pas et que comme c'est enregistré, je ne vais pas m'exprimer. Très bien.
Bien, je vais vous poser tout de suite une deuxième question, comme ça le lissage et le tuilage sera assuré. Beaucoup de questions concernant, alors ça c'est peut-être pour vous Lorenzo et pour vous Étienne, le remboursement, de transformer ça en avoir au titre justement de ne pas fragiliser en termes de cash, en sachant que les conventions européennes justement ne partagent pas cette idée-là au départ, puisque la réglementation européenne ne joue pas là-dessus. Comment est-ce que vous allez gérer cette question? Parce qu'il va y avoir quand même un certain nombre d'avoirs. Moi, j'en ai quelques-uns du reste. Hein, mais, comment est-ce que vous allez gérer cette question de l'avoir? Pour l'instant, côté gouvernement français, la question est posée. Le ministre a répondu qu'il étudiait cette question-là, mais aucune mesure n'a été prise, aucune mesure définitive. Et pour moi, il est évident qu'une prestation qui n'a pas été rendue, et je raisonne en tant que juriste, et doit faire l'objet d'une restitution ou de la constitution d'un avoir. Mais là encore, en droit français, la notion de force majeure est une notion qui permet de s'affranchir de toute une série de principes de cette nature. Et donc, je pense qu'il va falloir attendre ce que vont dire les tribunaux. Et en tout cas, en l'état actuel des choses, il n'y a pas de garantie prévue par l'État français sur le remboursement de ces avances qui ont été faites à des compagnies. Très bien. Une question pour vous encore, Monsieur Blanc. Est-ce que vous seriez disposé à accepter une liaison ferroviaire de type Hyperloop mettant Lyon et Saint-Ex à 15 minutes de Genève? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que ça va précipiter les choses? Monsieur, je travaille beaucoup actuellement sur l'Hyperloop, sur un projet important en Auvergne-Rhône-Alpes entre Lyon et Saint-Étienne. Il y avait un projet d'autoroute et le gouvernement vient d'y renoncer. Donc, on réfléchit actuellement à une liaison rapide. Hyperloop, c'était considéré comme quelque chose d'absolument improbable, d'un peu chimérique, un peu comme Swiss Metro à une époque, conçu à l'EPFL de Lausanne. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a des opportunités. Et moi, j'y suis extrêmement favorable parce que, très clairement, aujourd'hui, la liaison ferroviaire n'est pas commode et la liaison routière ne l'est pas non plus. Et Hyperloop, c'est, à mon avis, une solution. Un style Hyperloop, en tout cas un monorail, pourrait être une très très bonne solution. J'y suis extrêmement favorable. Merci. Une question encore intéressante pour les citoyens Schengen. Est-ce que dans combien de temps, selon vous, les voyageurs Schengen pourront librement recirculer justement sans contrôle particulier? Ou est-ce qu'on a passé un stade sécuritaire sur lequel on ne reviendra pas? Vous savez, la sécurité, c'est par palier. Est-ce qu'on va redescendre de ce palier ou alors on va vers un renforcement, selon vous? Le gouvernement français a annoncé que la règle des 100 km ne concernerait pas les communications entre les différents pays membres de Schengen. Et je trouve que c'est une très bonne chose. C'est la sortie de crise. Elle doit passer par une accélération de la mobilité. La mobilité, c'est le développement économique, ce sont les échanges. Et c'est cette accélération de la mobilité qui va permettre de sortir le plus rapidement possible de cette crise. Donc, il faut s'assurer de toutes les mesures qui permettent d'éviter une reprise de la pandémie, les masques. Moi, je suis pour un élargissement du diagnostic, notamment par la température. Il y a toute une série de dispositifs de cette nature qu'on peut mettre en place. Et à ce moment-là, dans l'espace Schengen, il faut très, très rapidement rouvrir les frontières et faire en sorte que l'on circule à nouveau. Très bien. J'ai une dernière question qui pourrait être très intéressante. C'est la question de l'anticipation, puisque là, on est plutôt dans l'action corrective. Comment est-ce que vous envisagez une éventuelle deuxième, voire troisième vague? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez anticipé la chose? Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes, vous qui êtes des acteurs de l'aéronautique? Alors, nous, on anticipe entre la deuxième vague ou une possible troisième vague en étant extrêmement prudent sur nos plans de redémarrage. On prévoit, là actuellement, on fait à peu près 3% de notre production normale et puis on prévoit un retour à 100% de la production telle qu'on a pu la connaître en 2019 à l'orée de l'été 2023. Donc, je pense que
nous préparer à un possible deuxième ou troisième vague et à ses conséquences, c'est de limiter au maximum le redémarrage opérationnel, de démarrer peu à peu de manière à pouvoir arrêter, s'il faut, encore une fois, rapidement, sans qu'il y ait trop de dégâts collatéraux. Sur ces deuxième et troisième vagues, il y a des avis scientifiques qui sont très, très divergents. On ne va pas citer le professeur Raoult à Marseille qui dit que ce virus disparaîtra, a priori, selon lui, assez rapidement. Mais ce qui est certain, c'est que si ça peut se produire, et moi je suis de ceux qui pensent que ça pourrait se produire, c'est des conditionnels, et il faut en revenir à ce qui vient de nous arriver dans la première crise. C'est-à-dire que la première crise, quand elle surgit, côté français, on a des régions qui manquent de lits de réanimation, on a supprimé nos stocks de masques et on n'a pas mis en place les dispositifs qui permettent de tester un maximum de Françaises et de Français. Donc, pour répondre à la question, gouverner, c'est prévoir, et prévoir, c'est disposer de lits de réanimation en nombre suffisant, disposer d'entreprises, elles peuvent être européennes, peut-être françaises, en proximité lyonnaise, qui a une tradition très très forte dans les sciences du vivant, disposer de tests, puis surtout relancer une production de masques. En France, on a un débat qui est impensable. Impensable. Les grandes surfaces vont pouvoir en vendre, on a des médecins qui n'en disposent pas. Non. Donc il faut avoir une politique très construite. Voilà, je crois, comment les choses doivent s'anticiper, c'est pas vrai. Très bien. Écoutez, il me semble… Oui. Richard, si tu me permets, Oui. je vois apparaître Claude Aiguy. Et Oui. comme il a, lui, œuvré pas mal à l'époque sur ce lien entre Cointrin et Saint-Exupéry, peut-être en 30 secondes, si tu veux nous apporter un témoignage. On m'entend? Oui. Oui, bonjour. Écoutez, j'écoutais Étienne Blanc avec malice tout à l'heure. Il actualisait des propositions auxquelles il a participé et qui ont au moins 25 ans. La liaison ferroviaire rapide entre Lyon et Genève, elle était imaginée à l'époque que Michel Noir était maire de Lyon et avec Étienne Blanc, on a travaillé dans ce sens-là. Il n'y a pas de volonté. Imaginez, on a réussi à installer le CERN à Genève sur la frontière franco-suisse. Et aujourd'hui, on est incapable de réaliser une liaison ferroviaire comme celle-ci qui va de soi. C'est par absence de volonté politique alors que nous avions cette volonté pour réaliser le CERN. Ça ne sert à rien de chercher plus loin et il y a de la concurrence. Il n'y a pas cette vision-là. Maintenant, moi, j'espère une chose, c'est que, voyez-vous, à Genève, on a un grand problème avec l'aéroport. Il y a des visions qui sont différentes, mais je ne peux pas imaginer que nous allions jusqu'à 25 millions de passagers à Genève. Ce n'est pas possible. Nous sommes déjà dans une situation qui est extrêmement délicate. Alors, un certain nombre de personnes ne le comprennent pas, mais ce n'est pas EasyJet qui a apporté beaucoup de choses à l'aéroport de Genève à un moment donné où Swissair quittait Genève. Mais aujourd'hui, ce n'est pas EasyJet qui joue un rôle économique qui est déterminant sur l'aéroport de Genève. Et ce ne sont pas des compagnies low cost qui jouent des rôles importants, et peu s'en faut, concernant l'environnement. C'est donc dire que nous devons réintroduire la notion environnementale. Elle est essentielle et c'est la raison pourquoi il y a les transports entre Lyon d'une part et Genève et puis d'autre part, Étienne, est-ce qu'à Lyon vous seriez très intéressé de reprendre une partie des low cost que nous avons à Genève? C'est chez nous une discussion et on a des mouvements environnementalistes qui sont très très hostiles, mais quand on enquête notamment chez les plus jeunes à Lyon, ils le souhaitent ardemment. Non, je remercie Claude pour ce qu'il vient de dire. Moi, j'ai une réponse toute faite sur cette coopération entre Lyon et Genève. Il faut un nouveau maire à Lyon. Je me demande à qui tu penses. Pourquoi vous voulez rappeler Michel Noir, c'est ça? J'ai bien compris. Bon, Oui. trêve de plaisanterie, il est l'heure. Donc, Non, mais merci. excuse-moi, Merci à tous. J'en viens un instant sur les low cost. C'est un scandale qu'aujourd'hui EasyJet fasse une promotion pour le mois de septembre avec des vols à 25 francs.
C'est totalement incohérent par rapport à la situation environnementale dans laquelle nous sommes. C'est totalement incohérent par rapport au drame que nous vivons avec maintenant la pandémie à laquelle nous sommes exposés. Il faut voir dans quelle mesure nous pouvons mettre un frein à cela. Je suis, Étienne, libéral comme toi, mais il y a des limites dans le libéralisme. Et quand le libéralisme ne prend en compte que des éléments purement économiques en faisant fi de problèmes humanitaires, de problèmes humains, de santé publique, ça ne va plus. Et ça ne va plus de continuer de cette manière-là avec une compagnie qui a des ambitions de ce type-là. C'est pour ça que Suisse a investi presque 1 milliard de francs à Genève dans une nouvelle flotte avec les avions les plus modernes et les plus silencieux et les plus économes en carburant qui sont actuellement disponibles sur le marché. Je crois que M. Stoll nous donne de très très bons éléments de réponse. Il y a un besoin historique, c'est l'histoire de l'humanité que de voyager sur l'ensemble de la planète. Et c'est pas seulement économique, contrairement à ce que l'on dit aujourd'hui. C'est un besoin de la personne d'aller voir ailleurs, de regarder, d'échanger. Le rôle du politique, c'est de faire en sorte que ce soit possible. Et là où je diverge des écologistes ou des mouvements qui aujourd'hui se rassemblent autour d'une écologie très politique, c'est que moi je crois à la science, je crois à la recherche, je crois qu'on arrivera à trouver des réponses à cette question de la transition climatique. C'est l'hydrogène, c'est le développement de la mobilité électrique et c'est le développement de tous ces systèmes de recherche qui font qu'aujourd'hui un véhicule peut être parfaitement silencieux, parfaitement silencieux, et que de fait, demain, ces réponses techniques permettront de voyager, de continuer d'échanger en préservant la planète. Très bien, merci beaucoup. Là, nous avons dépassé, ma chère Enza, une petite blague de quelqu'un qui nous dit à la mairie de Paris, blanc, à la mairie de Lyon, d'Apsus aussi, blanc ou noir. Je trouvais ça très drôle pour terminer ma prise de parole. Magali, je sais que tu avais une réponse sur la démocratie, mais je sais que si nous la posons, la toile va s'enflammer. Donc, je te propose de la poser lors de la prochaine conférence qui aura lieu lundi prochain à 18h et dont Enza va se faire un plaisir de nous dévoiler le sujet. Très belle soirée à toutes et à tous. Merci de votre attention. Nous étions quand même pratiquement 90 ce soir. Donc, vous voyez que c'est une affaire qui roule et tout bon. Merci Richard. Merci aux trois intervenants vraiment de cette belle qualité d'échange. Alors, lundi prochain à 18h, vous avez souhaité qu'on déplace plutôt à 18 que 17, c'est chose faite. Donc, après le Covid-19, que restera-t-il de nos libertés? C'est la question qu'on va se poser la semaine prochaine avec Marc Bonan, avocat suisse bien connu des deux côtés de la frontière et conférencier, Bertrand Soublet, général de corps d'armée, dans la gendarmerie, n'est-ce pas Richard? C'est un gendarme, pardon, qui avait subi les foudres de Madame Taubira à l'époque, si vous vous souvenez bien, lorsqu'il avait clairement expliqué que la France ne répondait plus d'une manière idoine à la question sécuritaire. Je ferme la parenthèse. Merci. Et Mirette Zaki, journaliste, ex-rédactrice en chef de Bilan, conseillère pour influenceurs et leader d'opinion. Alors, on va se quitter. Vous savez qu'en bas à droite, dans les réactions, vous pouvez mettre des petits likes, ça nous fera plaisir. Autrement, eh bien, belle soirée, prenez soin de vous, n'oubliez pas de vivre surtout et on se voit lundi prochain avec grand bonheur. Je demande aux conférenciers de rester pour la photo. Autrement, à bientôt, à lundi prochain. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne soirée à toutes et à tous. C'était sympa de se voir. Au revoir. Les conférenciers, si vous pouvez rester. Jacques-François va mettre tout le monde dehors, regardez avec quelle facilité. Bon, Jacques-François, tu peux stopper l'enregistrement puisqu'on va parler maintenant. Parce qu'avant,